On a fait le choix donc de vous lire cette nouvelle dans son entièreté. Vous allez entendre le texte intégral qui fait 9 pages. On avait envie de vous le faire découvrir et de vous le faire entendre en entier parce que c'est ce qu'on va proposer d'entendre au plateau, quand on passera au plateau. Camille Cardellan, Jeanne François et Paul Vernin. Et ensuite, on viendra vous raconter un petit peu ce qu'on imagine faire avec ce projet autour de ce texte. Commençons donc par les coupelles de glace qu'elle rapporta de la salle à manger à l'étroite cuisine un dimanche soir, alors que la famille, rassasiée, était encore assise autour de la table recouverte d'une nappe en dentelle et que la fumée de la cigarette de son père commençait tout juste à se diffuser dans l'air, encore riche de l'odeur du rôti, des pommes de terre sautées, des navets, des carottes et des haricots verts, des biscuits et du parfum que sa mère et ses sœurs ne mettaient que le dimanche. Commençons par les coupelles de glace, qu'elle rapporta deux par deux, parce que c'était le beau service, décoré de roses sans feuilles et liserés d'or. 2 coupelles à la fois, avec les cuillères en argent dedans, rapportées prudemment et posées avec précaution sur l'égouttoir, à côté de l'eau savonneuse où les assiettes du dîner avaient déjà été mises à tremper, puisque sa mère croyait beaucoup aux vertus du trempage, qu'il s'agisse de laver les enfants, la vaisselle, les vêtements ou les âmes. Mettre à tremper le corsage taché, le genou écorché, le péché, en les envoyant dans leur chambre avec un chapelet entier à réciter à genoux et toute 1 heure pour le faire. C'était la plus jeune des 6 enfants, la 3e fille. Et puisque les garçons étaient dispensés et que la cuisine était trop petite, disait leur mère, pour que 2 sœurs s'y tiennent ensemble, elle était seule chargée de cette dernière tâche consistant à débarrasser les coupelles de glace. Commençons donc. 2 par 2. Elle prit les bols, tandis que les autres restaient assis, rassasiés, ramollis, abrutis par la nourriture, et qu'elle-même sentait son ventre boudiner dans sa belle robe à présent serrée à la taille, sentait ses jambes alourdies par tout ce qu'elle avait mangé. Le dîner du dimanche était le seul repas pris avec leur père, qui cumulait 2 emplois pour pouvoir les nourrir tous, ainsi que leur père et mère le présentaient invariablement. Et l'abondance des mets sur la table semblait la preuve insolente de ce qu'apportaient leurs parents, de la longue semaine de labeur paternel. Ils mangeaient toujours trop au dîner dominical, et il y avait toujours un dessert. Une tarte, le premier dimanche du mois, un gâteau, le dimanche suivant, puis de la glace, et enfin de la compote, un dimanche après l'autre, et toujours dans cet ordre. Pour elle, la glace était l'apogée. La compote, l'abîme, dont elle devait sortir chaque mois en passant par la tarte, tout sauf un progrès quand elle était aux fruits secs. Un léger mieux quand elle était aux myrtilles, puis le gâteau toujours jaune à cause des œufs et saupoudré de sucre glace, avant de revenir enfin à la glace, achetée ou faite maison, peu lui importait. À elle, qui s'entendait dire 1 fois par mois qu'une dame en prend une petite cuillerée, l'avale et en prend une autre. Elle ne surcharge pas la cuillère pour ensuite la faire aller et venir dans sa bouche en examinant la forme sculptée par ses lèvres après chaque passage. Une dame ne tient pas à montrer sa langue à la table du dîner.
Elle ramassa les coupelles avec précaution et les emporta deux par deux dans l'étroite cuisine. Elle en posa une sur l'égouttoir, prit la cuillère dans l'autre et, jetant comme toujours un coup d'œil par-dessus son épaule, la lécha, l'intérieur et le dos, puis leva la délicate coupelle jusqu'à son menton et la lécha aussi. Lécha les roses sans feuilles et les espaces pâles entre elles, à grands coups de langue, d'un bord ourlé d'or à l'autre, avant de faire un tour par le milieu. Reposa la coupelle et prit doucement la suivante. 2 petites gouttes crémeuses lui tachetaient le nez et les joues. À la vanille ou au chocolat, à la pêche ou à la fraise, elle préférait la fraise parce que ses frères et l'une de ses sœurs laissaient toujours les gros morceaux de fruits. Elle essuyait le bout collant de son nez avec la base de sa paume, qu'elle léchait aussi. Puis, retournait dans la salle à manger chercher les 2 coupelles suivantes. Oh, c'était bon. Aussi bon que le contenu entier du bol, rempli quelques minutes plus tôt par son père en bout de table, puis passé de main en main par ses frères et sœurs avant d'être posé devant elle. Extrapolons donc de ce rituel d'enfance. Non pas qu'il ait pris fin lorsqu'elle en était sortie. Extrapolons donc de ce rituel son problème de canapé. Problème sur le canapé aurait été plus exact, comprit-elle plus tard, quand son sens de l'humour s'étendit à ces sujets dont, à l'époque, on ne plaisantait pas. Mais une telle précision était bien la dernière chose que sa famille aurait cherchée, surtout pas dans ce domaine. Son problème de canapé, l'appela-t-on. Sa mère, rentrant dans ce qui aurait dû être un appartement désert, si la chaudière de l'école n'était pas tombée en panne et que le prêtre ne les avait pas tous renvoyés chez eux, et la trouvant là, avec le garçon de l'appartement du dessus, assise, tout près de lui, sur le canapé, les joues empourprées, aussi colorées que des roses sans feuilles, et la bouche, pareille à une rose ouverte et vitreuse, sa mère qui lui avait fait savoir, une fois le garçon reparti furtivement, qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. Dieu du ciel! 14 ans, était-ce un âge pour commencer ce genre de bêtises, et heureusement que le lendemain était un samedi et que les confessionnaux seraient ouverts à l'église. Elle avait eu le temps de tremper dans un bon bain de récrimination toute la soirée et jusqu'au samedi après-midi où elle avait fini le rosaire prescrit par le prêtre, n'en émergeant qu'à l'église le dimanche matin quand elle revint de la communion et que sa mère accrocha et soutint son regard. Un dimanche à compote, sans aucun doute. La fois suivante, c'est sa sœur aînée qui la trouva sur le canapé, avec son amoureux du lycée, de nouveau en plein après-midi. Leur mère devenue veuve était partie au bureau où elle travaillait désormais. De nouveau, en plein après-midi. Les 4 premiers boutons de sa robe défaits, exposant le haut en dentelle de sa combinaison rose pâle. Ensuite, moins d'1 ou 2 mois plus tard, la même sœur les trouva avec un autre garçon, la tête posée dans son giron. Il lui caressait la jambe en mouvement de va-et-vient de la cheville au genou. Puis, il y eut ce samedi soir, pendant la guerre, où l'aîné de ses frères, trop ivre pour retourner chez lui auprès de sa jeune épouse, rentra sans prévenir et la trouva allongée sur le canapé, dans l'étreinte d'un aspirant qui, c'était évident malgré leur hâte à rajuster leurs vêtements, avait les doigts entremêlés dans sa jarretière. Il y avait des boutons défaits, cette fois encore, tout comme le jour où elle fut espionnée par sa deuxième sœur, celle qui ne s'était jamais mariée, mais qui, vous pouvez en être sûr, ne perdit rien du spectacle.
un marine cette fois, dont la bouche, pour le dire en termes délicats, était là où aurait dû se trouver son corsage, tandis qu'elle-même avait les mains fourrées dans les cheveux du jeune homme comme pour le maintenir là, ce qui lui valut un tel sermon sur son problème de canapé qu'à la fin, même sa mère en vint à dire qu'après tout, c'était la guerre. Plus tard, sa meilleure amie suggéra en plaisantant qu'elle aurait peut-être envie d'emporter ce canapé pour sa nuit de noces, et conclut en plaisantant toujours à la naissance de son fils, 9 mois et 1 semaine plus tard, que ce vieux canapé ne lui avait pas trop manqué. Finalement, 7 enfants naquirent. Le premier suivi et tous les autres précédés par une fausse couche. Si bien qu'il y eut 13 grossesses en tout. Chaque perte pleurait si intensément que son mari et sa mère lui déconseillaient toujours de réessayer. Et chaque naissance, célébrée par une fête de baptême qui remplissait la petite maison, rendue plus exiguë encore par l'énorme canapé fleuri, les chaises à haut dossier et les lampes tarabiscotées qu'elle avait choisies jeune mariée, et débordait sous le porche et dans la cour étroite, où l'on dansait si le temps le permettait. Un électrophone placé derrière la moustiquaire de la fenêtre de la cuisine et des disques passaient pendant tout le long après-midi et jusque dans la soirée, on la voyait là, après le départ du dernier invité, le bébé sur l'épaule et peut-être un autre enfant sur la hanche, dansant sur un air de Sinatra lent, réticent et mélancolique. One for my baby and one more for the road. Du rouge à lèvres et de la poudre sur la robe de baptême, ce soir-là, ainsi que l'odeur de la fête elle-même, fumée de cigarettes, parfum et cocktail dans son haleine. C'était le genre de mère toujours en train de frotter les joues de ses enfants d'un doigt humide pour retirer les traces roses de ses propres baisers. Toujours en train de s'arrondir avant la naissance suivante. Des enfants sur ses genoux et ses bras qui les enveloppaient même après que leurs membres étaient devenus plus longs que les siens. Les garçons, en un rien de temps, qui la soulevaient de terre lorsqu'elle les prenait dans ses bras. Elle avait 46 ans quand elle donna naissance au dernier. Et il avait 18 ans quand, de retour de l'université un week-end, il comprit pour la première fois de sa vie ce que signifiaient les soupirs et l'agitation en provenance de la chambre de ses parents ce samedi matin. Il fit un rapide calcul de leur âge pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, puis songea « Encore ?» Pendant le reste du week-end, il imagina des façons de les taquiner à ce propos, mais ne put se résoudre à dire quoi que ce soit, sachant fort bien que même l'allusion la plus anodine à ce qui lui passait derrière la porte de leur chambre pourrait lui valoir une taloche de la part de son père, ou pis encore, risquait de lui faire monter le rouge aux joues bien avant de réussir à susciter le moindre éclat de gêne sur les leurs. Et il y eut ce Noël, quelques années plus tard, où l'un d'eux avait offert à leurs parents une compilation nostalgique de musique des années 40. Et en écoutant Bing Crosby chanter de sa voix basse et endormie « Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again », leur mère n'avait-elle pas dit devant tout le monde « Si vous n'éteignez pas ça, je vais devoir trouver un endroit pour être seule avec votre père ». Ses frères et sœurs, et lui, à présent très averti en matière d'amour et de sexe, en étaient restés abasourdis, calculant sans doute 71, 72. Encore ? Écho du problème du canapé. Elle prit la main de son mari, qui vivait alors ses derniers jours, et déboutonna son corsage
sans paraître se soucier le moins du monde de ce qui la voyait. Médecin ou infirmière, fils ou fille ou petit enfant, ou même la sœur aînée qui ne s'était jamais mariée, mais n'avait pas pu s'empêcher de dire dans la salle d'attente « Enfin, tout de même !» La main de son mari posée sur son sein, elle se penchait par moments vers lui pour lui parler tout bas, même quand il n'était plus en mesure d'entendre quoi que ce soit, effleurant de ses lèvres ouvertes à la fois le sparadrap qui maintenait l'appareil respiratoire dans sa bouche et sa joue hérissée de barbe grise. Prenant de l'embonpoint durant son veuvage, bien qu'elle fût la première à admettre qu'elle n'avait jamais été ce que l'on qualifiait de mince, elle fit des voyages en car, avec des groupes de retraités, des veuves pour la plupart, même s'il y avait parfois un homme ou deux. Ne manquant la visite d'un musée, une excursion pour admirer les feuilles à l'automne, ou un déjeuner avec cocktail, dans tel ou tel site historique ou auberge de campagne, que s'il y avait un petit enfant à garder. Elle n'avait pas sa pareille. Ses propres filles s'extasiaient. Qui, à part maman, aurait la patience pour rester assise pendant des heures et des heures, un bébé souffrant de coliques sur son épaule, ou un bambin épuisé sur ses genoux à parler ou chanter. Elle racontait des histoires sans queue ni tête, plus des sons que de la substance, ou chantait tous les airs d'un répertoire constitué au fil d'une vie entière, allant des Beatles à de vieux cantiques, et réussissait à hypnotiser les enfants. Ses fils et ses filles en étaient sûrs, jusqu'à les plonger dans le sommeil, ou parfois seulement dans une hébétude béate, blottie sous son bras ou sous son menton, tandis que les secondes, les minutes, puis les heures s'écoulaient, que les bandes de lumière d'été ou d'hiver, de fin d'après-midi ou de début de matinée se déplaçaient sur eux, traversaient toute la longueur de la pièce, sans que ni l'un ni l'autre, adulte ou enfant, ne semble avoir vu le temps passer. Mais jetez un coup d'œil dans votre friseur après son départ, se disaient les sœurs entre elles et s'en ouvrant aussi à leur belle-sœur préférée. Un pot de 4 litres, presque entièrement mangé, ou dans lequel elle n'a laissé qu'une cuillerée pour ne pas devoir le jeter dans la poubelle et se trahir. Mais on ne lui reproche pas de se servir, disait-elle, mais à son âge, il y a la question du poids. Elle doit se surveiller, elle doit surveiller son poids, et puis il y a tout ce que ça cache. De quoi se nourrit-elle quand elle est seule? Seule, dans un appartement à présent, depuis la nuit où un intrus s'était faufilé sous le porche et avait cassé la fenêtre de la cuisine pour repartir avec son sac à vin, le téléviseur portable et la ménagère en argent du salon qui avait appartenu à sa mère, elle léchait du chocolat sur le dos d'une cuillère, du sorbet, du gelato, du granité, de la glace, bien sûr. Elle raclait les parois du pot, passait le doigt autour du bord. Lorsqu'elle rendait visite à ses enfants vivant en dehors de l'État, elle se levait la nuit pour prendre à la lumière du frigo quelques cuillerées ou un simple esquimau, mais finissait toujours par y retourner. Une belle fille la trouva un jour à 2 heures du matin, avec le dernier petit pot de glace vanille-chocolat et une cuillère en bois miniature. Reste de la fête d'anniversaire de l'enfant pour laquelle elle était venue spécialement, et lui fit un tel sermon, comme elle le raconta une fois rentrée chez elle, qu'on aurait cru qu'elle avait été surprise en train de se shooter à l'héroïne. C'était le poids qui les inquiétait. Convaincre ses enfants quand ils se consultèrent. Ils craignaient que ce soit son poids qui la prive désormais de ses voyages pour personnes âgées qu'elle avait tant appréciés, ses vacances d'hiver en Floride dont elle se faisait jadis une joie. Maintenant que les petits-enfants étaient trop grands pour avoir besoin d'être gardés, elle aurait dû multiplier ce genre d'activités, pas les limiter.
Ils demandèrent au médecin de lui passer un savon. Au lieu de quoi, il leur rappela à tous que leur mère avait plus de 80 ans, qu'elle était en bonne santé et libre de faire ou de ne pas faire ce qu'elle voulait. Ils prirent l'habitude de passer la voir chez elle, à l'heure du déjeuner ou avant d'aller faire les courses, gardant leurs clés de voiture à la main et l'exhortant à éteindre la télévision, à prévoir quelque chose, à faire quelque chose. Ses petits-enfants désormais en âge de conduire l'invitèrent dans des endroits qu'ils fréquentaient. Lui offrirent des cafés, lattés, mousseux, recouverts de crème chantilly, qui lui restaient sur l'estomac tout le reste de l'après-midi et jusqu'au soir, malgré le bicarbonate et les antiacides, jusqu'à ce qu'elle se résolve à leur dire, quand ils appelaient, « Merci, mon chéri, mais je suis très heureuse chez moi. » Pêche, fraise et vanille, la valeur sûre. Brownie, noix de pécan caramélisée, menthe, pépites de chocolat. 90 ans passés, et malgré tout, encore maintenant, la dernière chose qu'elle ressent à la fin de chaque journée, c'est son envie d'enrouler les jambes autour de lui, autour de quelqu'un. La saveur, le plaisir de remplir une cuillère et de la finir petit à petit avant de prendre une autre cuillerée et puis encore une autre. Une certaine forme de plaisir, pimenté par la dissimulation et la culpabilité quand c'est le pot de quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, au milieu de la nuit, une autre forme quand elle est chez elle et qu'elle emporte son bol en pleine lumière jusqu'au canapé du salon pour le manger devant la télévision. Passion de jeunesse interdite et confortable, amour conjugal, ou du moins quelque chose dans cet ordre, si on veut extrapoler. Si on veut commencer par les coupelles de glace léchées par une fille, à présent devenue cette vieille dame dénuée de toute utilité, fermant les yeux à la première bouchée. Si on veut exprimer par une métaphore ses désirs d'une vie entière, ce qu'elle n'est pas disposée à faire. Le plaisir, c'est le plaisir. Un reste de fraise, les mains d'un jeune homme, un nouveau-né dans les bras, ou le visage changeant d'un enfant qu'on a mis au monde. Des lèvres posées sur la joue familière râpeuse d'un époux. Une langue sur la dernière coulure de caramel dans un pot vide. Le plaisir, c'est le plaisir. Quand on en est friand, on découvre qu'il y en a des quantités pour nous satisfaire, lécher le dos de la cuillère, en prendre une autre, encore une autre. Des quantités. Jamais assez.